Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans les écrits d'un grand nom, l'astronome Carl Sagan. Oui, et plus particulièrement dans son livre Un monde hanté par les démons. Exactement. L'idée, c'est de piocher un peu dans ses textes pour comprendre son message, qui est hyper actuel en fait. Totalement. Comment fait-on pour garder la tête froide dans un monde inondé de fausses informations, de superstitions? C'est ça. Et ce que je trouve fascinant avec Sagan, c'est qu'il ne voit pas la science comme une liste de faits à apprendre par cœur. Non, pour lui, c'est autre chose. Pour lui, c'est une manière de penser, une méthode. Il a cette image magnifique, une bougie dans les ténèbres. C'est une super image, ouais. Un outil, quoi, pour naviguer dans le doute et essayer de distinguer le vrai du faux. Alors, pour suivre la lumière de cette bougie, voilà un peu notre plan. On va commencer par les racines très personnelles de sa pensée, pour voir d'où il vient. D'accord. Ensuite, on va explorer ce champ de bataille entre la science et ce qu'il nomme la pseudoscience. Avec quelques cas d'études assez croustillants, j'imagine. Ah oui, hein, on va s'arrêter sur des trucs assez dingues, comme les ovnis, pour voir à quel point notre cerveau peut nous tromper. Et puis, le plus important peut-être, on ouvrira sa fameuse boîte à outils. Pour aiguiser notre esprit critique. Voilà, on va décortiquer tout ça. Alors, commençons par le tout début. Sagan raconte une histoire que je trouve vraiment touchante, sur ses parents. Qui n'étaient pas du tout des scientifiques, hein. Pas du tout, non. Son père était ouvrier dans le textile, sa mère était femme au foyer. Et pourtant, il dit que ce sont eux qui lui ont appris les deux choses essentielles. Le scepticisme et l'émerveillement. Exactement, cette dualité. Et c'est ça qui est au cœur de tout son propos, en fait. D'un côté, il y a la capacité à poser des questions, à douter, à dire « Attends, prouve-le ». Oui, Et de l'autre, cette faculté presque enfantine à s'émerveiller du monde, de trouver l'univers fascinant et magnifique. Pour lui, la science, c'est le mariage parfait de ces deux élans. c'est fou de se dire que des gens sans aucune éducation scientifique formelle peuvent transmettre ça, l'essence même de la démarche. Mais c'est son point principal. Il dit que malgré leurs moyens très modestes, ils ont soutenu son rêve de devenir astronome sans jamais douter. C'est quand même beau. C'est plus que beau, c'est fondamental. Il insiste vraiment là-dessus. L'essentiel de sa démarche, il ne l'a pas appris de ses profs d'université, aussi prestigieux soient-ils. Il a eu des prix Nobel comme prof quand même. Oui, comme Enrico Fermi, mais non. Il dit que l'essentiel vient de ses parents. C'est une façon de dire que l'attitude scientifique, ce n'est pas réservé à une élite en blouse blanche. C'est un état d'esprit. C'est ça. C'est une posture face au monde, accessible à tous. C'est la curiosité, plus le courage de poser des questions qui dérangent. Et cette curiosité, ce besoin d'émerveillement, c'est justement ce que la pseudoscience exploite si bien. Sagan prend l'exemple de l'Atlantide. Ah oui, un grand classique. On trouve des bibliothèques entières, des centaines de bouquins qui décrivent avec une assurance incroyable la technologie des Atlantes, leur pouvoir. Leur spiritualité, tout ça sans jamais la moindre petite preuve archéologique ou historique. Zéro. C'est un vide qui appelle à être comblé. La science dit on ne sait pas, et la pseudoscience arrive et dit moi je sais, et en plus mon histoire est géniale. Il mentionne avec beaucoup d'ironie la science des cristaux atlantes, qui pourraient lire dans les pensées, guérir des maladies. Du grand spectacle, quoi. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un retournement de situation incroyable. Ah oui. Sagan nous montre que des années plus tard, la vraie science, la géophysique, a émis une hypothèse très sérieuse, Laquelle? selon laquelle le noyau interne solide de la Terre pourrait être un gigantesque et unique cristal de fer. C'est magnifique. L'ironie est parfaite. Un cristal de la taille d'une planète, à des milliers de degrés. La réalité, découverte après des décennies de travail acharné, est infiniment plus grande, plus poétique que tous les mythes sur les petits cristaux magiques. C'est exactement ça son message. Ne vous contentez pas d'un émerveillement facile. La réalité a tellement plus à offrir. Mais c'est un émerveillement qui demande un effort. Voilà, la pseudoscience, elle, est plus confortable. C'est ce que Sagan appelle une sorte de loi de Gresham culturelle. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise science, plus simple, plus réconfortante, prend la place de la bonne, qui, elle, est souvent complexe et admet qu'elle ne sait pas tout. Il était très inquiet d'un chiffre qu'il avait trouvé à l'époque. Lequel? Que 95% des Américains étaient scientifiquement analphabètes. Pour lui, c'était un terreau, mais incroyablement fertile pour toutes les croyances irrationnelles. Et ce n'est pas juste un phénomène américain, c'est ça qui est frappant dans ses écrits.
Ah non, pas du tout. Il nous fait faire un tour du monde de la crédulité de l'époque. En Israël, il y avait le tordeur de cuillère, Uri Geller. Qui fascinait tout le monde. En Algérie, il parle de plus de 10 000 devins. En Allemagne, cette croyance populaire en des rayons terrestres qui donnerait le cancer et que seuls des sourciers pourraient détecter. La liste est longue. La chirurgie psychique aux Philippines. Les guérisseurs qui opèrent à main nue. Les fantômes, une vraie institution en Grande-Bretagne. Et ça va jusqu'à des exemples tragiques, comme la crémation de femmes accusées de sorcellerie en Afrique du Sud. Ce qu'il montre, c'est que ce n'est pas anodin, quoi. La crédulité peut avoir des conséquences terribles. Et cette facilité à croire à des choses sans preuve, elle vient en grande partie de notre propre cerveau. Et pour l'illustrer, il nous emmène sur Mars. Il décortique le cas du fameux « visage de Mars ». Dans la région de Sidonia, oui. C'est une photo prise en 1976 par la sonde Viking 1. Elle montre une formation rocheuse d'1 kilomètre de long qui ressemble, mais de façon absolument troublante, à un visage humain qui regarde le ciel. Et cette image a eu un impact culturel énorme. Des décennies de spéculation sur une civilisation martienne, des livres, des documentaires. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la pareidolie. La pareidolie, donc, c'est cette tendance de notre cerveau à voir des formes qu'on connaît, surtout des visages, dans des motifs qui sont complètement aléatoires. Le visage dans un nuage, dans une tache sur un mur. Dans une tartine grillée. C'est ça. C'est un mécanisme de survie très ancien. Reconnaître un visage rapidement, c'était vital pour distinguer un ami d'un ennemi ou repérer un prédateur. Notre cerveau est une machine à détecter les visages. Et il est tellement performant qu'il se tombe parfois. Il fait des faux positifs. Sagan s'amuse à citer d'autres exemples. Des astronomes qui ont cru voir un portrait de Staline sur Vénus, ou même Bugs Bunny sur une lune d'Uranus. Alors, attends, ça veut dire que la science doit constamment se battre contre notre propre nature pour rester objective. C'est exactement ça. La méthode scientifique, c'est un garde-fou contre les biais de notre perception. Si on revient à ce visage sur Mars, l'analyse scientifique a montré plusieurs choses. D'accord. D'abord, une des narines du visage, c'est en fait un pixel noir, une simple perte de données pendant la transmission radio. Ah oui, d'accord. Et surtout, l'illusion ne fonctionne que parce que la lumière est rasante. Des années plus tard, de nouvelles sondes ont pris des photos avec une meilleure résolution, sous d'autres angles, et l'illusion a complètement disparu. Ce n'était plus qu'une colline érodée. Et cette idée que notre cerveau crée du sens là où il n'y en a pas, ça nous amène directement à un sujet encore plus troublant, les récits d'enlèvement par des extraterrestres. Oui, là, on entre vraiment dans la psychologie humaine. Sagan décrit le scénario type, qui est remarquablement constant d'un récit à l'autre. C'est souvent la même histoire, oui. Une personne se réveille la nuit, paralysée, incapable de bouger ou de crier. Elle sent une présence. Et plus tard, souvent sous hypnose, des souvenirs refont surface. D'avoir été emmené dans un vaisseau, examiné par des créatures. Souvent petites, grises, avec de grands yeux noirs. Face à ces témoignages, qui sont souvent très sincères, Sagan n'accuse personne de mentir. Sa démarche est différente. Il se demande juste, bon, est-ce qu'il y a d'autres explications possibles? Des explications qui n'impliquent pas des visiteurs d'une autre galaxie. Et il en trouve plusieurs. Oui, qui se combinent. La première, ce sont les parallèles historiques. Ces histoires sont quasi identiques aux récits du Moyen-Âge sur les démons, les incubes et les succubes. Ah oui, c'est vrai? On retrouve tout. La paralysie du sommeil, le sentiment de présence, les examens sexuels. Donc ce serait la même angoisse, le même bug de notre cerveau, mais avec un habillage culturel qui change avec l'époque. On passe des démons aux petits hommes verts. C'est son hypothèse, oui. Le contenant change, mais le contenu psychologique reste le même. Et puis, il y a les facteurs purement psychologiques. La paralysie du sommeil est un phénomène médical connu. D'accord? Les hallucinations aussi sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Il cite des études. 10 à 25% des gens en bonne santé mentale ont au moins une hallucination vive dans leur vie. C'est énorme. Ajoutez à ça la confusion rêve-réalité, les faux souvenirs qui peuvent être créés, même involontairement par des thérapeutes, Oui. notamment sous hypnose. Et ajoute un dernier élément de contexte, la guerre froide. Beaucoup d'observations d'OVNI dans les années 50 coïncident avec des projets militaires secrets. Comme le projet Skyhook. C'est quoi ça? C'étaient des ballons stratosphériques immenses, de la taille d'un immeuble, utilisés pour l'espionnage au-dessus de l'Union soviétique. D'accord. Vus du sol, ces trucs pouvaient avoir l'air de soucoupes, et leurs mouvements, dictés par les vents en haute altitude, pouvaient sembler défier la physique. Comme tout était classé secret défense, l'armée ne pouvait pas dire « non, c'est juste notre nouveau ballon espion ». Et ce silence a nourri toutes les théories du complot. Mécaniquement, oui. D'accord.
Bon alors, face à tout ça, comment on fait pour ne pas se laisser avoir? Sagan propose une expérience de pensée que je trouve géniale. Ah, Imagine que je te dise, il y a un dragon qui crache du feu dans mon garage. d'accord. Ma première réaction, c'est super, fais voir. Et là, je te réponds, ah, j'ai oublié de préciser, c'est un dragon invisible. Ok. Bon, bah, je propose de jeter de la farine par terre pour ces empreintes. Bonne idée. Mais c'est un dragon qui flotte dans les airs. Tu sors une caméra infrarouge pour détecter la chaleur de son feu? Et là, tu me dis? Non, son feu ne produit pas de chaleur. À chaque test que tu proposes, j'ajoute une nouvelle règle pour que le dragon y échappe. J'adore. C'est l'illustration parfaite d'une affirmation infalsifiable. Exactement. Et la question que Sagan pose est toute simple. Quelle est la différence entre un dragon invisible, incorporel, qui crache un feu sans chaleur, et pas de dragon du tout? Aucune. Et pour s'armer contre ce genre de raisonnement, il propose sa trousse de détection de sornettes. Un kit de survie intellectuelle. C'est ça, une liste des erreurs de logique les plus courantes, les sophismes. Alors, explorons cette trousse. Prenons-en quelques-uns. Le grand classique, l'attaque ad hominem. Qui consiste à attaquer la personne plutôt que son argument. L'écoutez pas, c'est un idiot, ou il est payé par tel lobby. C'est une façon d'esquiver le débat sur le fond. Un autre, très courant, l'argument d'autorité. Faire confiance à quelqu'un juste à cause de son statut. On le voit tous les jours, ça, quand une célébrité donne des conseils de santé. L'autorité dans un domaine ne se transfère pas magiquement à un autre. Il y a aussi l'appel à l'ignorance. Ah, celui-là est excellent. C'est l'argument roi des amateurs d'OVNI. Personne n'a jamais prouvé que les extraterrestres ne nous visitent pas, donc ils nous visitent. Une affirmation serait vraie, juste parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de la présence. C'est à celui qui affirme un truc extraordinaire d'apporter la preuve. Un dernier, post hoc ergo propter hoc. Après cela, donc à cause de cela. Confondre une simple succession avec un lien de cause à effet, c'est la base de la superstition. J'ai mis mon maillot fétiche et mon équipe a gagné. Donc mon maillot a fait gagner l'équipe. C'est un raccourci que notre cerveau adore, mais qui est souvent trompeur. Mais ce qui est puissant avec Sagan, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Pour lui, tout ça a une portée politique bien plus large. Il y a un lien avec la liberté, la démocratie. Absolument. Il rappelle que la science et la démocratie sont nées à peu près au même endroit, au même moment, dans la Grèce antique. Et qu'elles partagent les mêmes valeurs. Oui, le libre-échange des idées, la remise en question de l'autorité, la protection des opinions non conventionnelles. Pour rendre ça concret, il raconte l'histoire de Frédéric Douglass. C'est peut-être l'une des plus fortes du livre. C'est une histoire magnifique, oui. Douglas est né esclave au XIXe siècle. Et il a très vite compris que l'interdiction pour les esclaves d'apprendre à lire n'était pas un hasard. Il a compris que c'était un outil de contrôle. Exactement. Il a compris que l'alphabétisation était, et je le cite, « le chemin de l'esclavage à la liberté ». Apprendre à lire lui a permis de comprendre les arguments des abolitionnistes, de déconstruire l'idéologie de ses oppresseurs et de s'échapper. C'est une analogie incroyablement forte. L'ignorance comme une prison et la connaissance comme la clé. Et pour Sagan, l'analphabétisme scientifique aujourd'hui, c'est l'équivalent. Une population qui ne comprend rien à la science, à la technologie, est à la merci de ceux qui les maîtrisent. C'est un outil indispensable pour être un citoyen éclairé, pour ne pas se faire manipuler. Exactement. Donc finalement, ce que Sagan nous dit, c'est pas juste un cours d'astronomie. C'est un mode d'emploi pour notre cerveau. Il nous dit « Votre esprit est un outil puissant, mais il a des bugs. Voici comment les repérer avant que quelqu'un d'autre ne les exploite contre vous. » C'est le cœur de son message. La science comme un muscle critique, un pilier de la liberté. C'est ça. Et pour laisser matière à réflexion, il nous quitte avec une pensée un peu mélancolique. Une question qu'il imagine que nos descendants pourraient se poser sur nous. Laquelle? Il se demande ce qu'ils penseraient de notre époque. Une civilisation qui avait la technologie pour écouter l'univers, pour chercher d'autres intelligences, mais qui au même moment a choisi de se boucher les oreilles, préférant dépenser ses richesses pour construire un arsenal capable de détruire la planète, pour se protéger d'un ennemi qui, à la fin de sa vie, n'existait même plus. C'est une question qui reste suspendue.